Le 12 juin 2024, à 7 heures du matin, alors que la lumière montait sur les façades pastel de Miami Beach et que les premiers employés d'hôtel poussaient les chariots de linge dans des halls climatisés, le National Weather Service a émis une alerte d'urgence pour crue éclair, le niveau le plus grave, celui réservé aux conditions catastrophiques imminentes. Quelques heures plus tard, des touristes pataugeaient avec de l'eau saumâtre jusqu'aux genoux devant des établissements à $800 la nuit. À 14th Street et Washington Avenue, l'eau pénétrait dans les halls. À Alton Road, puis sur Collins Avenue, les voies commençaient à disparaître sous une surface grise, lisse, presque calme. Et au même moment, en ce moment même dans la logique physique qui gouverne cette île, les 49 stations de pompage permanentes de la ville tournaient à pleine puissance. Toutes, sans exception. Ce que les scientifiques ont trouvé, ce n'est pas seulement qu'un système à 500 millions de dollars n'a pas suffi, c'est pire. Ils ont trouvé que le problème n'arrive pas seulement depuis la mer, il monte depuis le sol. Miami Beach n'est pas une ville continentale. C'est une île barrière longue d'environ 11 km, large de quelques centaines de mètres à un peu plus de 3 km selon les secteurs, posée à une altitude moyenne de seulement 4 pieds, à peine 1,2 m au-dessus du niveau de la mer. Une altitude de marche, une altitude de seuil. Une altitude qui n'offre aucune marge lorsqu'une marée exceptionnelle, une pluie intense ou une simple poussée de nappe viennent se superposer. Pendant des années, le récit officiel a été celui de la maîtrise. Digues rehaussées, routes surélevées, clapets anti-retour, réseau de pompes, rubans coupés devant les caméras. L'image était simple, on allait tenir l'océan à distance grâce à l'ingénierie. Mais la géophysique n'a jamais signé ce contrat. Sous Miami Beach se trouve le calcaire de Miami, la partie supérieure de l'aquifère de Biscayne. Une roche jeune, poreuse, creusée depuis des millions d'années par la circulation de l'eau. Pas une assise compacte, pas une dalle étanche, une éponge minérale. Dans certaines sections, des chercheurs ont mesuré une porosité atteignant 66%. 66%. Plus de la moitié du volume de la roche n'est pas de la roche, mais du vide relié à d'autres vides. Micro-canaux, cavités, passages, anciens conduits de dissolution. Dans une ville construite sur un matériau pareil, une digue n'est pas une porte fermée. C'est au mieux un ralentisseur latéral. L'eau ne se contente pas d'attendre devant un mur. Elle contourne, elle infiltre. Elle chemine à travers la pierre. Puis elle remonte, là où personne ne la voit venir, dans les parkings, dans les regards, dans les drains, dans les vides sanitaires, dans les cages d'ascenseurs, dans les fondations. C'est cela, le point central, le détail qui fait tomber tout le décor. Les pompes de Miami Beach ont été pensées pour évacuer de l'eau présente en surface. Elles savent déplacer des volumes, elles savent accélérer un écoulement, elles savent gagner du temps. Mais elles ne peuvent pas bloquer une mer qui traverse le sous-sol. Aucun système de pompage au monde ne peut empêcher une nappe salée de remonter par le dessous si le substrat est suffisamment perméable et si le gradient hydraulique pousse l'eau vers l'intérieur. Quand les ingénieurs parlent de sunny day flooding, l'expression sonne presque légère. Elle ne l'est pas. Elle désigne une rupture profonde entre l'image habituelle de la catastrophe et sa nouvelle réalité. Pas besoin d'ouragan, pas besoin d'orage, pas besoin même d'un nuage. Une matinée claire suffit. Une marée astronomique suffit. Une surcote discrète suffit. L'île n'est plus seulement menacée par l'événement, elle est menacée par la condition permanente. L'automne 2024 l'a montré avec une brutalité presque méthodique. La saison des marées royales d'octobre s'est ouverte sous une superlune. Avant même que le radar ne montre la moindre cellule pluvieuse, des avis d'inondation côtière étaient déjà diffusés. Au niveau du mur de protection, la chef de la résilience de la ville constatait que l'eau atteignait ou dépassait la cote renforcée. Les pompes fonctionnaient, les chaussées s'emplissaient quand même. Là encore, le mécanisme était implacable. L'eau ne passait pas seulement par-dessus l'île, elle passait à travers elle. C'est ce glissement sémantique de par-dessus à travers qui raconte tout. Une ville peut se défendre contre une vague. Elle a beaucoup plus de mal à se défendre contre la matière même sur laquelle elle repose. Les données marégraphiques confirment que la fenêtre de sécurité s'est refermée plus vite que prévu. À Virginia Key, l'un des repères essentiels de la région, la hausse du niveau marin sur une grande partie du XXe siècle s'établissait autour de 3 mm par an. Une progression déjà lourde à l'échelle des infrastructures, mais encore compatible avec des plans étalés sur plusieurs décennies. Puis la courbe a changé.
Depuis 2006, ce même secteur enregistre environ 9 mm par an, 3 fois plus vite. Ce n'est pas une variation anecdotique, c'est une rupture de régime. Les océanographes le décrivent sans lyrisme inutile. La courbe, autrefois à peu près linéaire, commence à se cintrer. Elle accélère. À l'échelle globale, les mesures satellitaires de 2024 ont elles aussi montré un rythme supérieur aux attentes, autour de 5,9 mm par an au lieu des 4,3 anticipés. Cela semble minuscule, quelques millimètres, presque rien à l'œil nu. Mais l'infrastructure urbaine ne vit pas à l'échelle de l'œil nu. Elle vit à l'échelle des seuils. Quelques millimètres de plus par an, cumulés, avancent la date où une route devient inutilisable, où un clapet cesse d'être suffisant, où un parking devient une cuvette, où un hall d'immeuble cesse d'être assurable. Et c'est là que le récit administratif se fissure. Car les propres ingénieurs de la ville ont fini par présenter une conclusion qui n'a pas été mise en avant dans les communiqués triomphants. Miami Beach aurait besoin de 83 stations de pompage supplémentaires. Pas 83 au total, 83 de plus. Autrement dit, le système censé régler le problème n'est, selon les calculs actualisés, même pas à mi-chemin de ce qu'exige désormais la réalité. Cette phrase, à elle seule, devrait résonner comme un coup de métal dans un tunnel vide. Moins de la moitié. Après 500 millions de dollars. Après les promesses. Après les images de chantier et les inaugurations. Moins de la moitié, alors même que la mer monte plus vite que la base de calcul utilisée au départ. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un chantier insuffisant, c'est l'histoire d'un calendrier battu par la physique. Les ingénieurs n'ont pas nécessairement mal compris les mécanismes. Ils ont perdu la course contre la vitesse à laquelle les conditions de base se sont transformées. Entre le temps politique, le temps budgétaire, le temps des appels d'offres, le temps des travaux et le temps géophysique, un décalage s'est ouvert. Et quand ce décalage devient assez large, même un projet colossal ressemble à une rustine posée sur une horloge en train d'exploser. Puis, en décembre 2024, un autre chiffre a commencé à faire vaciller la ligne de défense. Des chercheurs exploitant 7 années d'images radar satellitaires ont détecté l'affaissement silencieux de 35 bâtiments le long des îles barrières de Miami. Enfoncement mesuré, de 2 à 8 cm. Le pire foyer se trouve à Sunny Isles Beach, où une forte proportion des tours récentes montre un mouvement vertical détectable. 2 à 8 cm peuvent sembler modestes à l'échelle d'une tour, mais à l'échelle d'un terrain côtier presque plat, à l'échelle d'un réseau d'écoulement, à l'échelle d'un seuil de porte, d'un parking, d'une rampe d'accès, cela change déjà la fréquence et la profondeur des inondations. Surtout, cela signifie qu'une deuxième force travaille contre la ville en même temps que la première. L'océan monte depuis l'extérieur, le sol descend depuis l'intérieur. 2 vecteurs, une seule direction. Ce n'est plus une hypothèse de conférence, c'est un mouvement observé depuis l'espace. Les spécialistes du littoral connaissent ce piège. Lorsqu'une ville fondée sur un substrat poreux subit en même temps une hausse accélérée du niveau marin, une salinisation de la nappe et une subsidence locale des structures, chaque composante amplifie les autres. L'eau salée avance plus loin dans l'aquifère, la pression de base augmente. Les épisodes de marée haute franchissent plus souvent les seuils. Les réseaux gravitaires perdent de leur efficacité. Les stations de pompage doivent travailler plus longtemps, plus fréquemment, dans des conditions de plus en plus défavorables. Et pendant ce temps, le public regarde la scène à travers le vocabulaire trompeur des catastrophes traditionnelles. Événements, épisodes, crises. Comme si la ville attendait encore une prochaine attaque. En réalité, l'attaque a déjà commencé et ne s'interrompt plus. Le 12 juin 2024 n'a donc pas été une anomalie isolée, mais une démonstration grandeur nature. À la mi-matinée, le comté de Miami-Dade, la ville et l'État déclaraient l'urgence simultanément. Dans un immeuble de Lincoln Road, une habitante s'est retrouvée piégée dans un ascenseur alors que l'eau s'engouffrait. Elle a frappé, crié, appelé, et les secours sont arrivés à temps. Ce genre de scène marque les esprits parce qu'il donne un visage humain à une variable hydraulique. Mais il dit aussi autre chose. Lorsque l'eau atteint des zones techniques, des parkings souterrains, des sas, des gaines, des locaux d'ascenseurs, elle ne détruit pas seulement des biens, elle attaque les organes vitaux de la vie verticale. Dans une ville de tours, l'inondation d'un niveau bas peut neutraliser tout ce qui se trouve au-dessus. Les habitants ne perdent pas seulement une voiture ou une cave.
Ils perdent l'usage normal de leur immeuble, parfois pour des jours, parfois pour des semaines, sous des coûts qui s'accumulent en silence. Électricité, ventilation, corrosion, moisissure, contrôle, franchise, remise aux normes. Et les pertes ne restent pas abstraites longtemps. Un seul épisode d'inondation a dépassé 100 millions de dollars de pertes assurées avant même que les rues soient sèches. Ce chiffre, là encore, bat comme un pendule. 100 millions avant le retour à la normale visuelle. 100 millions alors que la ville continuait d'avoir l'air debout, avec ses terrasses, ses palmiers, ses joggers et ses vitrines. C'est toute la perversité des catastrophes lentes. Elles frappent dans un décor qui semble encore intact. La ruine ne ressemble pas toujours à un tas de gravats. Parfois elle ressemble à un hall brillant où tout fonctionne encore, sauf le calcul économique qui le rend possible. C'est ici que l'écho historique commence à se faire entendre. Les civilisations côtières ont toujours cru, un temps, que la mer pouvait être négociée. Alexandrie a vu son front maritime se transformer au fil des siècles, sous l'effet combiné des tempêtes, de la subsidence et des séismes. Venise a bâti sa survie sur la compréhension intime des marées, puis a découvert que même une culture entière façonnée par l'eau peut être dépassée lorsque le niveau de base change. En Louisiane, des communautés entières ont appris que l'affaissement du sol peut annuler, décennie après décennie, des ouvrages impressionnants. Mais Miami Beach ajoute une donnée plus inquiétante encore à cette longue histoire. Elle repose sur un filtre. Pas seulement sur une côte basse, sur un filtre de pierre. Harold Wanless, qui observe ce littoral depuis des décennies, l'a répété d'une manière qui glace parce qu'elle ne cherche pas à rassurer. Ne laissez personne vous dire que tout ira bien. Cette phrase ne vient pas d'un prophète de malheur. Elle vient d'un scientifique qui a vu la ligne côtière se transformer, les marées s'inviter plus loin, les défenses être constamment recalibrées. Elle résume le basculement de Miami Beach. La question n'est plus de savoir si la ville peut empêcher l'eau d'entrer dans toutes les conditions. La question est de savoir combien de temps elle peut encore absorber, réparer, rehausser, refinancer, réassurer, recalculer, avant que la répétition ne devienne le véritable désastre. Car une ville moderne ne meurt pas d'un seul choc. Elle meurt souvent d'un rythme. Une marée trop haute, puis une autre. Un garage inondé, puis un autre. Une prime d'assurance qui explose, puis un acheteur qui renonce. Puis un prêteur qui resserre ses conditions. Puis une copropriété qui vote un appel de fonds. Puis un propriétaire qui vend en baisse. Puis un chantier retardé parce qu'un autre secteur est passé prioritaire. Le battement se répète. Toujours un peu plus vite, toujours un peu plus près. Et pendant que l'attention publique se fixe sur les images spectaculaires, la donnée la plus redoutable continue de travailler hors champ. L'intrusion saline avancerait d'environ 3/4 de mile vers l'intérieur tous les 4 ans. Plus d'1 kilomètre en moins d'une décennie. Cela signifie que le front invisible de l'eau salée, celui qui contourne les défenses, qui altère les sols, qui menace les réseaux et les réserves, progresse comme une armée sans drapeau. On ne l'entend pas. On ne la voit pas depuis un balcon d'hôtel. Mais elle est là, dans la pierre, dans la nappe, dans les capteurs, dans les relevés, dans les caves, dans les fissures de la promesse initiale. Ce que Miami Beach affronte désormais n'est donc pas un simple problème d'inondation urbaine. C'est une confrontation directe entre une ville de luxe bâtie au ras de l'eau et une réalité géologique qu'aucune communication institutionnelle ne peut lisser. Les fondations ne sont pas seulement basses, elles sont perméables. Le niveau marin ne monte pas seulement, il accélère. Le sol ne reste pas immobile, il s'affaisse par endroits. Les protections ne sont pas inexistantes, elles sont en retard. Et ce retard se mesure déjà dans les rues, dans les sous-sols, dans les montants assurés, dans les relevés satellitaires. L'histoire qui commence ici n'est pas celle d'une submersion soudaine, spectaculaire et unique. C'est celle bien plus inquiétante d'une ville qui découvre que son ennemi principal ne frappe pas à sa porte. Il respire sous ses pieds. Les parallèles historiques deviennent plus sombres lorsqu'on cesse de regarder uniquement les cartes postales des villes côtières et qu'on observe leur mécanique de déclin. Il n'y a presque jamais un jour unique où tout bascule. Il y a d'abord les avertissements techniques, traités comme des notes de bas de page. Puis viennent les ajustements financiers, discrets, bureaucratiques, presque invisibles. Ensuite seulement arrive la compréhension publique, souvent trop tard, quand la vie quotidienne a déjà changé de texture. C'est exactement le rythme qui se met en place ici.
À Miami Beach, le signal d'alarme ne se limite plus aux marées royales ni aux pluies extrêmes. Le signal d'alarme est désormais logé dans les contrats d'assurance, dans les délais de vente immobilière, dans les appels de fonds des copropriétés, dans la fatigue nerveuse d'habitants qui ont cessé de demander si l'eau reviendra et se demandent seulement quand. Les anciens ports méditerranéens, les marais endigués d'Europe du Nord, les côtes en subsidence du delta du Mississippi, tous racontent une version différente d'une même leçon. Quand la géographie se retourne contre l'urbanisme, la facture finale n'est jamais seulement hydraulique. Elle devient sociale, médicale, logistique, psychologique. Les riches achètent quelques années de protection supplémentaires. Les collectivités improvisent des travaux. Les plus vulnérables absorbent le choc dans leur santé, leurs déplacements, leur sommeil, leurs économies. Puis, la ville entière découvre que l'eau ne détruit pas seulement ce qu'elle touche, elle réorganise tout ce qu'elle force à contourner. À South Point Drive, dans la tour de luxe Murano at Portofino, cette réorganisation a pris la forme d'un chiffre sec, imprimé noir sur blanc. Un propriétaire, Andrés Ayon, a montré publiquement son chèque de 52 525 $. Une somme immense pour un seul foyer. Et pourtant, seulement sa part dans un ensemble d'évaluations spéciales approchant 60 millions de dollars sur 2 cycles de facturation pour un seul immeuble. Voilà à quoi ressemble la traduction monétaire de l'eau lorsqu'elle cesse d'être un événement et devient un régime permanent. Ce n'est plus la réparation ponctuelle après une tempête, c'est le prélèvement récurrent exigé pour continuer à habiter à l'endroit même où l'on vit déjà. La catastrophe lente ne vous expulse pas forcément par la violence, elle peut vous expulser par la comptabilité. Dans une autre résidence, Mariners Bay Condos, la présidente de l'association, Laura Galliano, a dû appeler des copropriétaires pour leur annoncer une hausse de 800% des primes d'assurance liées au risque d'inondation. 800%. Certaines personnes, a-t-elle raconté, pleuraient au téléphone. Il faut s'arrêter sur cette image. Une hausse de 800%, ce n'est pas un ajustement. C'est un changement de monde. Cela signifie qu'un poste de dépense autrefois difficile devient écrasant. Cela signifie que des retraités calculent ce qu'ils devront vendre. Cela signifie que des familles réalisent qu'elles habitent peut-être encore leur appartement, mais qu'elles n'en contrôlent plus le coût. Chacun des 46 propriétaires de cette copropriété se retrouve exposé à plus de 100 000 $ de frais. Et soudain, la mer, qui semblait encore lointaine derrière la ligne des palmiers, entre dans la cuisine sous forme de relevés bancaires, de prêts refusés, de plans de paiement d'urgence. Sur Lincoln Road, Valérie Navarrete, après 17 ans dans son condominium et 4 ouragans traversés, n'a pas été brisée par le vent, mais par une inondation de juin 2024. Une voiture détruite, 15 autres avec elle dans le même garage. Depuis, avant chaque saison de marée royale, elle installe un barrage hydraulique portatif à l'entrée. Ce geste est d'une importance immense, parce qu'il raconte ce que devient une ville lorsque l'infrastructure publique ne suffit plus. Chacun commence à monter sa propre ligne Maginot. Un seuil surélevé ici, une porte étanche là, un générateur, une pompe privée, un clapet artisanal, un mur mobile. La résilience, dans sa version la plus nue, n'est plus un grand plan urbain. C'est une population qui bricole des forteresses de fortune autour de ses garages et de ses halls. Mais ces gestes ont leurs limites, et les limites sont physiques. Une eau salée qui remonte par le sous-sol ne se comporte pas comme une crue classique. Elle corrode les métaux, attaque les circuits, fatigue le béton, altère les armatures, accélère la dégradation des portes automatiques, des tableaux électriques, des installations d'ascenseurs, des ventilations basses. Dans une ville dense, verticale, dépendante de systèmes électromécaniques, chaque centimètre d'eau dans les niveaux inférieurs menace une chaîne d'équipement qui soutient tout le reste. Une tour n'est pas un simple volume habitable, c'est une machine. Et comme toute machine, elle dépend de pièces cachées. Local technique, transformateur, salle des pompes, compartiment de commande. Quand l'eau atteint ses organes, l'immeuble peut sembler debout tout en devenant fonctionnellement vulnérable. Les conséquences logistiques sont déjà visibles. Une route surélevée ici peut protéger temporairement un axe, mais elle détourne l'eau vers un quartier plus bas. Une station de pompage supplémentaire dans un secteur soulage pendant un cycle de marée, puis laisse apparaître un point faible un peu plus loin. Les commerces doivent adapter leurs horaires. Les hôtels renforcent discrètement leurs protocoles.
Les services de secours recalculent les temps de trajet lorsque certaines artères se transforment en canaux temporaires. Les entreprises de maintenance facturent plus. Les copropriétés reportent d'autres travaux pour payer les urgences hydrauliques. La ville continue à fonctionner, mais elle fonctionne comme un corps fiévreux, debout, mobile, présentable, et pourtant de plus en plus mobilisé par sa propre survie. Puis vient la mécanique immobilière, peut-être la plus dangereuse de toutes parce qu'elle agit silencieusement jusqu'au jour où elle change d'un coup l'humeur entière d'un marché. Au début de 2026, le prix médian de vente des logements à Miami Beach avait reculé de 9,3% sur 12 mois. Dans le même temps, les stocks de biens disponibles bondissaient de 115%. Le délai moyen de mise en vente s'étirait à 132 jours. Ces nombres ne sont pas neutres. Ils signifient qu'une friction s'installe entre ceux qui veulent sortir et ceux qui peuvent encore entrer. Et lorsque cette friction apparaît dans une ville côtière exposée, chaque trimestre compte. Car un marché tendu peut absorber l'inquiétude. Un marché ralenti, lui, commence à la refléter. Le changement le plus brutal n'a pourtant pas été annoncé par une sirène, ni par un responsable municipal. Il est venu du crédit. En avril 2025, Freddie Mac a modifié ses exigences de souscription. Dans les zones inondables spéciales, les prêteurs doivent désormais intégrer des primes d'assurance inondation fondées sur le risque réel, non plus sur les hypothèses de tarifs réduits auxquels beaucoup d'acheteurs s'étaient habitués. Autrement dit, la solvabilité d'un ménage ne se calcule plus seulement avec le prix d'achat et le taux du prêt, mais avec la version la plus dure du risque futur. C'est un tournant colossal, parce que le crédit est le système circulatoire de l'immobilier. Lorsque ce système commence à intégrer la montée des eaux comme variable centrale, ce n'est plus seulement la mer qui monte. C'est le coût d'accès à la propriété qui se soulève en même temps qu'elle. Et pendant que la finance redessine ses lignes, la nature poursuit sa propre avance. Les projections de la NOAA indiquent que Miami Beach devrait connaître, à court terme, entre 3 et 8 jours par an d'inondation de marée haute, soit une hausse de plus de 200% par rapport au niveau de référence du début du siècle. D'autres projections, plus sévères, envisagent jusqu'à 260 épisodes annuels d'ici 2045. 260. Presque un jour sur deux. À cette fréquence, le vocabulaire lui-même change de sens. Une inondation n'est plus une perturbation exceptionnelle. Elle devient une composante du calendrier. On ne demande plus si l'on aura des épisodes d'eau, mais combien de rendez-vous, de livraisons, d'activités scolaires, de séjours touristiques, de rotations logistiques ils viendront saboter. Un chercheur de la NOAA l'a formulée avec une simplicité qui, justement, la rend terrible. Ce qui est aujourd'hui une nuisance perturbatrice deviendra, dans 30 ans, une inondation véritablement destructrice pour les infrastructures et le commerce. Le futur décrit ici n'est pas un futur lointain. 30 ans, à l'échelle d'une ville, c'est la durée de vie d'un emprunt, d'un investissement hôtelier, d'un cycle complet de rénovation lourde, d'une génération d'habitants. 30 ans, c'est déjà l'horizon de décision du présent. Chaque immeuble vendu aujourd'hui, chaque chaussée rehaussée, chaque assurance renégociée, chaque station de pompage planifiée doit être pensée sous cette horloge. Et pourtant, le plan des 83 stations supplémentaires n'a toujours pas de financement intégral sécurisé. La maire, elle, n'attend pas le vote du budget suivant. C'est là que revient la question la plus lourde, celle que personne ne veut affronter de face. Quand a-t-on su que 49 stations ne suffiraient pas ? Quand la ville a-t-elle compris que le système présenté comme une réponse historique était déjà dépassé par l'accélération du niveau marin, par l'intrusion saline et par la réalité du substrat poreux ? Et si cette compréhension existait avant certaines décisions publiques, pourquoi n'a-t-elle pas été portée au centre de la conversation ? Parce qu'une démocratie urbaine peut survivre à une mauvaise nouvelle. Elle survit beaucoup moins bien à l'idée qu'une mauvaise nouvelle ait été gérée comme un problème de communication. Le plus inquiétant pourtant n'est pas seulement ce qui a été dit ou non dit, c'est ce que montrent les mesures, indépendamment de tout discours. Le niveau de la mer monte plus vite qu'avant. Le sous-sol laisse passer l'eau. Certaines structures s'enfoncent. Les coûts explosent. Les assurances se durcissent. Le crédit s'ajuste. Les habitants improvisent leur défense privée. Les pertes se répètent. Chaque secteur renvoie le même message, dans un langage différent. En hydrologie, en géologie, en immobilier, en assurance, en maintenance, en secours, en finance, toutes les aiguilles pointent vers la même minute.
Et cette minute ne concerne pas seulement Miami Beach. Norfolk, en Virginie, où la base navale connaît déjà des inondations récurrentes plus de 100 jours par an, montre ce qu'il advient quand l'eau commence à désorganiser des infrastructures supposées critiques. Charleston a enregistré en 2024 davantage d'épisodes de crues de marée qu'au cours de plusieurs décennies entières du siècle précédent. À Amsterdam, Rotterdam, Jakarta, dans d'autres laboratoires du risque côtier, on observe Miami Beach comme un cas d'école en temps réel. Que vaut une infrastructure contre la montée des eaux lorsque le terrain lui-même est un conduit ? La réponse définitive n'est pas encore écrite. Mais l'expérience est en cours, et elle se fait sur des vies réelles, des immeubles réels, des bilans réels. Le coût humain de cette expérience dépasse largement ce que montrent les vidéos virales de rues inondées. Il y a les personnes âgées qui hésitent à descendre au garage pendant les marées. Il y a les employés qui arrivent en retard parce qu'une avenue a disparu sous l'eau claire. Il y a les réceptionnistes d'hôtels qui rassurent les visiteurs pendant que les services techniques déplacent en urgence du matériel. Il y a les pompiers qui ne sauvent pas seulement des corps, mais des gens pris au piège dans des espaces techniques que personne n'imaginait vulnérables 10 ans plus tôt. Il y a les propriétaires qui vivent dans l'attente des prochains appels de fonds. Il y a surtout l'usure psychique. Cette manière qu'a la répétition d'éroder le sentiment même d'habiter quelque part en sécurité. Et c'est peut-être cela, la forme la plus exacte de l'avertissement final. Une ville peut supporter une catastrophe spectaculaire si elle est suivie d'une reconstruction claire. Elle supporte beaucoup moins bien une menace qui revient sans cesse sous des formes légèrement différentes, sans jamais offrir de moment net de conclusion. Le danger de Miami Beach n'est pas seulement la hauteur future de l'océan, c'est le battement constant entre adaptation et dépassement, entre protection et contournement, entre promesse et réalité. Un jour, on rehausse une route. Le suivant, l'eau remonte ailleurs. Un jour, on inaugure une station de pompage. Le suivant, un rapport technique en demande 83 de plus. Un jour, le marché tient encore. Le suivant, l'assurance, le crédit et la maintenance déplacent la frontière économique. Alors que faire ? D'abord, regardez la situation sans narcose, sans slogan, sans l'illusion commode que quelques ouvrages suffiront à annuler les lois de l'hydrologie côtière. Ensuite, exigez une vérité publique totale sur les délais, les calculs, les besoins réels, les coûts futurs, les zones sacrifiées de fait, les stratégies de relocalisation éventuelles, les seuils à partir desquels la défense devient économiquement ou physiquement insuffisante. Enfin, acceptez qu'une adaptation sérieuse n'est pas faite de rubans coupés, mais de choix difficiles. Arrêtez de construire là où le sol cède, financez les protections là où elles ont encore une efficacité mesurable, repensez les normes de sous-sol et de rez-de-chaussée, protégez les réseaux critiques, et dire clairement aux habitants ce qui peut encore être défendu et ce qui ne l'est déjà presque plus. Parce qu'au bout de cette histoire, il n'y a pas seulement Miami Beach. Il y a la question qui attend toutes les villes basses construites au bord d'une eau en accélération. Combien de temps une civilisation peut-elle continuer à traiter comme exception ce qui est déjà devenu sa condition ordinaire ? À Miami Beach, la réponse se cherche non pas dans un futur théorique, mais dans le présent, sur des trottoirs déjà submergés, dans des parkings déjà inondés, dans des immeubles déjà affaissés, dans des comptes déjà ponctionnés. Le pendule bat. La pierre poreuse laisse passer la mer. Les pompes tournent. Les chèques sont encaissés. Les téléphones sonnent dans les copropriétés. Les ingénieurs recalculent. Et sous chaque rue, sous chaque fondation, sous chaque promesse de luxe et de permanence, l'eau salée continue de progresser, lentement, sûrement, comme si la ville entière avait été construite sur le bruit d'une horloge que personne n'avait voulu entendre.